Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information locale sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce 7-8 journal du mardi 16 janvier. La fin des travaux est prévue pour septembre prochain. Trappes a posé ce matin la première pierre du chantier de sa maison des associations. Un équipement de 470 mètres carrés au cœur de la ZAC de l'Aérostat au service des associations locales. Elles sont 280 dans la ville. C'est une école de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. L'ESIM vient de fêter ses 25 ans. Basé à Rambouillet, l'établissement propose 28 diplômes de Bac+2 à Bac+5 dans le management opérationnel. Nous en parlons avec Éric Denoux, directeur de l'ESIM. Enfin, c'est votre rendez-vous hebdomadaire chaque mardi dans le 7-8 journal. Le portrait de la rédaction rencontre ce soir avec Tony Bastian qui a lancé il y a 7 ans le cabaret du Bout des Prés à Cernay-la-Ville. Il l'ouvre depuis 2 ans à une soirée caritative. Et puis autre invité de ce journal, Philippe Baupe, le nouveau pasteur de l'église adventiste du 7e jour d'Élancourt. Ça sera tout à l'heure dans le journal. Avant de débuter cette édition, David Douillet, dans le viseur de la justice, l'ancien parlementaire LR des Yvelines est pointé du doigt par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. C'est à propos de la déclaration de patrimoine de fin de mandat. Il est reproché à l'ex-député de la 12e circonscription d'avoir sous-évalué son patrimoine. Dans un communiqué, la Haute Autorité évoque des doutes sérieux quant à l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration. Le dossier a été transmis au procureur de la République de Paris. C'est un geste symbolique qui marque le début des travaux. La première pierre de la future maison des associations de Trappes vient d'être posée. Ce nouvel établissement permettra notamment de mieux accompagner les structures associatives à partir de la fin de l'année. Un reportage de Nicolas Kirillovitz. Pour l'instant, ce n'est qu'un terrain vague avec seulement quelques parpaings posés. Dans quelques mois, c'est ici à Trappes que ce bâtiment flambant neuf sera inauguré, un bâtiment dédié entièrement aux 280 associations de la ville et qui doit leur profiter de points d'appui pour l'ensemble de leurs projets. Les associations peuvent se retrouver, préparer leur dossier, préparer leurs différentes actions, avoir sur place un ou deux partenaires municipaux, agents municipaux, si vous voulez, qui est capable de donner des réponses d'ordre juridique, d'ordre financier, suivre l'organisation. Situé en plein cœur du quartier de l'Aérostat, qui prévoit à terme la construction de 800 logements, ce nouvel équipement public répond aux besoins du tissu associatif local. Vie culturelle, sportive ou solidaire, il doit permettre également de pérenniser les projets innovants. Il y a 2 niveaux qui vont s'opérer au niveau de la MDA. À la fois stabiliser, aider les associations existantes et à la fois faire en sorte que d'autres jeunes puissent émerger. Parce que dans le monde associatif également, c'est du bénévolat. Il arrive un moment où les gens sont essoufflés. Il va falloir remplacer, il faut que ça continue. Il faut que l'associatif puisse continuer, puisse servir comme lien de tissu social au sein de la ville de Trappes. La livraison du bâtiment est prévue pour septembre 2018. Coût de l'opération, un peu moins de 2 millions d'euros. Autre pose de la première pierre d'un projet, celui-ci fera 19 000 mètres carrés sur 6 niveaux. Le centre hospitalier Poissy-Saint-Germain-en-Laye aura une nouvelle extension. Lancement officiel des travaux hier en présence de la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn. Le dossier suscite depuis plusieurs années des tensions entre politiques et professionnels hospitaliers. Les détails avec ce sujet de Léa Rege et Patrick Jacques de Dixmude. Une première pierre en Lego posée devant les travaux du nouveau bâtiment du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, était présente lors de cet événement symbolique. On contribue à un système de santé plus solidaire. Autour d'elle, de nombreuses personnalités politiques, Gérard Larcher, Valérie Pécresse, Pierre Bédier ou encore Carl Olive. Le projet de l'extension du site finalise d'une certaine manière le long processus de fusion engagé en 1997 entre les 2 sites hospitaliers. Aujourd'hui, on est sur des conditions d'accueil qui sont un petit peu difficiles par rapport aux standards habituels. Et donc là, le nouveau bâtiment va permettre justement d'atteindre ces standards. Objectif de ce projet immobilier, moderniser les modes de prise en charge, développer les coopérations médicales et assurer la mise aux normes de certaines activités sanitaires. Les plans prévoient un bâtiment de 19 000 m² sur 6 étages, un centre financé pour moitié par le ministère et l'Agence régionale de santé ARS et l'autre moitié par l'établissement. C'est un contrat gagnant-gagnant avec l'ARS pour pouvoir aujourd'hui avoir un projet qui est bien d'un périmètre de 70 millions d'euros
à la fois sur Poissy, mais aussi sur Saint-Germain-en-Laye, avec une restructuration autour de l'accueil de jour et des hospitalisations qui soient plus courtes. Pour cette première symbolique, une cinquantaine de manifestants étaient réunis pour contester le projet. Si vous n'avez pas de praticiens, si vous n'avez pas de personnel, vous aurez toujours autant de queues aux urgences de Poissy, puisqu'il arrive parfois d'avoir des records d'attente de 7, 8, 9, 10 heures avant d'être soigné. La dernière pierre de ce nouveau bâtiment du centre hospitalier Poissy-Saint-Germain-en-Laye doit être posée en avril 2020. En ce début 2018, il n'y a pas que les villes qui présentent leurs vœux. Le Secours populaire des Yvelines aussi souhaitait une bonne année à ses bénévoles. Cérémonie conviviale autour d'une galette des rois le week-end dernier à Trappes. L'occasion de revenir sur 2017, marquée par les 50 ans de la fédération départementale. Elle note une hausse de 5 à 10% de ses bénéficiaires. Il serait un peu plus de 7000 sur le territoire. Et le secrétaire général entend promouvoir la solidarité dans un contexte de déchirure sociale. Écoutez-le au micro de Nicolas Dandry. Malheureusement, on a toujours de plus en plus de monde qui vient nous voir et ce qui m'inquiète un peu, ce qui inquiète un peu les bénévoles, c'est qu'on a des publics comme les seniors qui ont tendance à s'accroître dans les permanences d'accueil. Donc ça veut dire que si les seniors commencent à venir maintenant, les générations qui vont venir après vont vraiment être dans la difficulté. Et puis on a aussi le problème des migrants et des gens qui sont de plus en plus dans les hôtels et dans des situations très très précaires et où franchement on voit pas trop l'horizon s'embellir. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Et pour cette année 2018, le Secours populaire entend renforcer notamment le secteur vacances. Il pourra compter sur un budget de 700 000 €. Vous pouvez adresser un don à la fédération départementale via le site internet qui s'affiche. Morpa présentait également ses vœux en fin de semaine dernière au gymnase de la Malmedonne. Au cours de la cérémonie, la commune a notamment reçu une deuxième fleur pour son label Ville Fleurie. Des annonces à retenir de la part du maire Grégory Garestier sur la politique menée en 2018. Beaucoup de travaux, par exemple en centre-ville sur l'avenue du Forez, mais aussi des projets intercommunaux qui vont voir le jour avec Coignères et Elancourt. Propos collectés par Mélanie Poquet. À terme, c'est le regroupement de nos polices municipales qui va compter plus de 40 agents. Donc on démarre déjà avec la ville de Coignères dans un premier temps pour arriver à une quinzaine d'agents et ensuite on fusionnera avec les services de police de la ville d'Elancourt pour créer évidemment une police intercommunale très importante dans les Yvelines avec plus de 40 agents. C'est mieux d'unir nos forces pour justement lutter contre l'insécurité et répondre aux besoins de nos habitants. Et c'est vrai que nous avons des frontières qui sont très poreuses et la délinquance ou les problèmes du quotidien, justement, n'ont pas de frontières. Et le travail sur d'autres projets intercommunaux va se poursuivre, notamment autour d'une piscine intercommunale dont les travaux devraient débuter en 2019. Elle a fêté un quart de siècle. L'ESSIM, l'École supérieure des systèmes de management, à 25 ans. L'établissement basé à Rambouillet a célébré cet anniversaire en grande pompe le 14 décembre dernier à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. C'était à Paris, donc. Avec moi en plateau pour en parler, Éric Denoux. Bonsoir. Eh bien, bonsoir, monsieur. Vous êtes le directeur de l'ESSIM. On va présenter avec vous, bien sûr, cette école, ses différents diplômes et filières. Déjà, sur cette soirée de 25 ans, il était important de fêter ça avec les élèves, les anciens et aussi les partenaires. C'était important. Ben oui, 25 ans, c'est un anniversaire, je suis bien placé pour le dire, qui ne se renouvelle pas. Donc il faut vraiment le vivre. Et on avait beaucoup de choses à célébrer à l'occasion de ces 25 ans. La soirée, pour parler d'elle, s'est bien déroulée. On avait à peu près 200 personnes qui étaient là. On avait le président du Sénat, M. Larcher, qui n'a pas pu venir, mais qui a été représenté par M. Marc Robert, le maire de Rambouillet, et qui est venu témoigner. Et je vous expliquerai pourquoi. Parce que M. Larcher était sénateur-maire au moment de l'ouverture de cette école en 1992. Et il nous a tout particulièrement accompagné au long de ces 25 ans. Alors, la soirée des 25 ans, ça a été aussi l'occasion de faire des tables rondes. Il y a eu une table ronde notamment où a été présentée les joutes prud'homales qui sont une action menée par l'établissement. Absolument, oui, c'est un mode d'accompagnement pédagogique spécifique. Vous savez, nous sommes une école qui forme 100% par apprentissage. Et nous formons des managers, puisque nous formons de Bac+2 à Bac+5. Et aujourd'hui, les entreprises sont évidemment demandeuses de plus en plus, notamment, non seulement, je voulais dire, d'étudiants formés à Bac+5, mais d'étudiants très opérationnels, qui soient adaptables dès le premier jour qu'ils arrivent. Et nous avons effectivement une pédagogie qui est adaptée. Les joutes prud'homales, c'est effectivement sur un cas réel, en partenariat avec le tribunal des prud'hommes de Rambouillet
et accompagnés par le président du tribunal, par un certain nombre de conseillers prud'homaux. Nous faisons intervenir deux formations différentes, des gens qui se forment en ressources humaines, des gens qui se forment en contrôle de gestion, et les deux, finalement, jouent une espèce de joute prud'homale sur un cas réel. Et c'est absolument extraordinaire parce qu'on s'aperçoit qu'ils jouent véritablement le jeu et qu'ils rentrent dans un jeu de rôle comme en situation réelle. Et c'est très intéressant parce que du coup, ils s'adaptent. Le but de cet exercice pédagogique, c'est de pouvoir s'adapter à l'évolution aussi, non seulement des contraintes de notre marché et des attentes de nos entreprises. Et vous savez très bien que la réglementation sociale et prud'homale évolue beaucoup. Donc c'est aussi une formation à l'adaptabilité. 25 ans pour une école, ça signifie quoi? C'est du travail accompli qui est récompensé, une bonne implantation sur le territoire. Qu'est-ce que ça signifie 25 ans? Alors déjà, un choix très pertinent, puisqu'effectivement, s'installer à Rambouillet n'était pas forcément à l'origine une idée qui pouvait séduire à long terme. Et pour autant, nous sommes passés de 36 jeunes sortis diplômés en 94 à 1200 cette année. Et avec une croissance qui est assez phénoménale, puisque sur un marché national de l'apprentissage qui est stable à 400 000 à peu près apprentis depuis 10 ans, nous avons quasiment multiplié nos effectifs par 3 sur ce même créneau, uniquement pour la raison que je précisais précédemment, c'est qu'effectivement, de plus en plus en formation de haut niveau, l'apprentissage est une valeur ajoutée complémentaire. Donc on a fêté ça, on a fêté le 10 millième apprenti, donc il y a diplômé. Et on a fêté une croissance aussi géographique. C'est ce que j'allais vous lancer là-dessus. Une antenne à Montigny-Bretonneux et depuis la rentrée 2017 à Gennevilliers. Une antenne Petite Couronne Paris. Exactement, que nous avons ouverte effectivement à la rentrée dernière et qui nous permet d'attraper une zone de chalandise. Nous avions déjà depuis un certain nombre d'années des demandes de jeunes et d'entreprises sur cette zone trop éloignée de Rambouillet pour pouvoir la couvrir sereinement. Et donc aujourd'hui, nous avons ouvert cette antenne, donc notre extension se précise aussi, et nous devrions arriver à 1600-1700 jeunes diplômés à l'horizon 2020. L'ESIM, c'est une école de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il y a un lien plus direct avec les entreprises? Alors déjà, l'ESIM, c'est l'école supérieure des systèmes de management. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui rassure. C'est un management très opérationnel. Je rappelle que nous formons à 100% en apprentissage. Et son appartenance à la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France est une très forte caution pour les parents, pour les jeunes eux-mêmes, pour les entreprises. Et c'est la démonstration d'un savoir-faire consulaire aussi en matière de formation, notamment par apprentissage, qui est effectivement rassurant. Alors, 28 diplômes sont proposés au sein de l'ESIM, du Bac+2 au Bac+5. Quelle filière ça concerne et finalement, concrètement, ça sert à faire quoi après ces filières? Alors écoutez, nous formons effectivement de Bac+2 à Bac+5. Nous avons plusieurs types de formations, des formations éducation nationale, des formations avec des titres consulaires qui nous appartiennent ou qui sont en tout cas du réseau de consulaires. Et nous avons un très fort partenariat avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque nous avons 12 masters avec eux. Et nous avons au niveau Bac+5 aussi un DSCG. Alors ça signifie effectivement une offre très large, une formation sur 3 filières force, le management opérationnel, les ressources humaines et tout ce qui est métier, finance, gestion, comptabilité. Pour faire simple, l'ESIM est capable de fournir aujourd'hui 100% des demandes de 100% des entreprises, puisqu'il n'est une entreprise qui n'ait pas besoin ni de RH, ni de management, ni de finance, gestion, comptabilité. Et les professeurs, les intervenants de l'ESIM, qui sont-ils? Alors les intervenants sont pour 95% des intervenants professionnels en entreprise. Très bien. Toutes ces filières dont vous avez parlé, on les retrouve sur l'ensemble des sites de l'ESIM où chaque site propose finalement des filières différentes? En fait, nous avons réparti nos formations sur les sites. Le site nouvellement ouvert à Gennevilliers est un site surtout spécialisé ressources humaines. À Rambouillet, bien sûr, nous formons sur les 3. Et à Montigny, nous avons 2 BTS, alors qui sont à cheval sur deux filières. La filière ressources humaines, la filière management. 2 dernières questions, passées par l'ESIM. Est-ce que ça ouvre des portes finalement? Le taux d'insertion professionnelle après est-il haut? Écoutez, aujourd'hui nous avons 93% d'insertion professionnelle à 7 mois. Et nous avons un taux de réussite aux examens de... Non, nous avons 93% de réussite aux examens, 83%, pardonnez-moi, de taux d'insertion après 7 mois. Et nous avons surtout plus de 1200 entreprises partenaires qui nous font confiance durablement. Pour ces 25 ans, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'ESIM? Dernière question. Bien, la poursuite d'un partenariat
la poursuite d'un partenariat au niveau pédagogique, au niveau évidemment commercial avec nos entreprises partenaires qui sont nos principaux alliés. On a une fidélisation qui est assez remarquable. Le développement d'une marque RH, sans doute, au sein de notre école, qui est en train vraiment de se positionner avec... oui, une offre un peu spécifique, surtout développée avec des titres et qui correspond véritablement à l'évolution vraiment constante des métiers ressources humaines. Et notre pédagogie est particulièrement adaptée à cela. Et merci Éric Denot d'avoir été avec nous. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci de m'avoir invité, monsieur. Directeur de l'ESIM. Et pour plus d'informations sur cette école, vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Le château de Versailles lance sa 3e Job Academy. C'était hier, comme vous le voyez sur ces images de Mélanie Poquet. Une promotion de 13 demandeurs d'emploi baptisée Jules Ardois-Mansart va être accompagnée par 13 parrains et marraines, tous agents du château. Cette action est initiée par Faciveline, club d'entreprise ayant pour mission de fédérer et d'accompagner les acteurs économiques du département dans leur engagement sociétal. La Job Academy est une action qu'on développe maintenant depuis 5 ans sur le territoire et qui permet à des professionnels en poste d'accompagner des personnes en recherche d'emploi. Donc ils se rencontrent individuellement tous les 15 jours et ils ont en plus des ateliers collectifs qui sont animés par des professionnels du château de Versailles. Je suis en retard. On poursuit ce journal avec un nouvel invité qui m'a rejoint en plateau, c'est Philippe Bopp. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Depuis fin 2017, vous êtes le nouveau pasteur de l'église adventiste du 7e jour d'Élancourt. L'église adventiste est une église chrétienne qui fait partie de la Fédération protestante de France. On va parler de tout ça dans un instant. Première question, à quoi ressemblent les premières semaines d'un pasteur quand il arrive dans une nouvelle communauté ? C'est d'abord une prise de contact, faire connaissance avec ces nouveaux membres d'église. Développer ainsi une relation humaine, fraternelle, amicale, et puis à partir de là, essayer de vaquer aux occupations pastorales, la visite chez l'habitant et les différentes autres activités inhérentes à cette fonction. Alors vous êtes pasteur, je crois, sur 3 églises, c'est ça ? Oui, je suis pasteur à Fontainebleau et également à Morsan. Donc j'ai un territoire assez répandu, assez vaste. Assez large. Sur la communauté adventiste à Élancourt, combien de fidèles ça représente ? Alors de fidèles, nous sommes une 50aine, mais j'entends les membres inscrits au registre de l'Église, c'est-à-dire baptisés selon le rite du baptême par immersion, et qui ne s'adresse qu'aux adultes, ou du moins aux personnes qui ont suffisamment de maturité pour comprendre ce qu'ils font. Et je ne compte pas dans ce nombre les jeunes et les sympathisants, ce qui fait qu'en population, le samedi matin, puisque nous nous réunissons le samedi matin, nous sommes entre 90 et 100. Et l'église adventiste du 7e jour en France, comment est-elle implantée ? Organisée en 2 fédérations d'églises, la Fédération France-Nord, la Fédération France-Sud. En Fédération France-Nord, dans laquelle se situe l'église d'Élancourt, nous sommes un petit peu plus de 10 000 membres inscrits sur les registres de toutes ces églises. Échelle d'Élancourt, échelle de la France, à l'échelle du monde, l'Église est implantée aussi dans plusieurs pays. Tous les pays, je dirais pratiquement tous. Je n'ai pas le chiffre exact, mais en population, nous pourrions dire que c'est aujourd'hui entre 30 et 40 millions d'adventistes sur la planète et de membres inscrits, 14, 15, peut-être 20 aujourd'hui. Alors, quelques éléments de présentation pour les personnes qui ne connaissent pas l'église adventiste du 7e jour. Plusieurs notions déjà à définir. Qu'est-ce qu'on entend par adventiste ? Ça fait référence à quoi ? Le mot adventiste signifie en anglais ceux qui attendent le retour du Christ, ceux qui sont portés par cette espérance du retour du Christ. Il faut savoir que lorsque le Christ est parti, les anges qui étaient là disent qu'il reviendra de la même manière. Donc voilà l'attente particulière des adventistes du 7e jour indiquée dans leur nom. Et 7e jour, justement ? Parce que nous avons pour habitude de nous réunir non pas le dimanche, comme le font l'ensemble des chrétiens, mais le samedi. Car nous croyons que c'était là la pratique du Christ et qu'il est dès lors bon de la conserver. Alors je l'ai dit tout à l'heure, l'Église fait partie de la Fédération protestante de France. Quelle différence en matière de dogme ? Je sais qu'on ne peut pas rentrer dans les détails, mais par rapport à d'autres courants du protestantisme ? Je parlerai des spécificités adventistes. La première, je viens de l'indiquer,
Ils attendent le retour du Christ, c'est leur espérance, notre espérance. La deuxième, je l'ai indiqué aussi, nous nous réunissons le samedi, nous observons le sabbat. Oui. Nous avons d'autres spécificités théologiques, comme par exemple la théologie du sanctuaire céleste. Sinon, nous nous retrouvons avec l'ensemble du protestantisme classique, je dirais. Alors pour refermer cette interview, quelques questions sur l'actualité. L'Église adventiste a fêté l'an passé ses 100 ans de présence en France. Si on revient sur l'histoire très rapidement de l'Église, elle est née en fait dans la deuxième moitié du 19e siècle aux États-Unis, c'est ça ? Alors elle est née effectivement dans ce qu'on appelait à l'époque la Nouvelle-Angleterre, la deuxième moitié du 19e siècle. Elle est en fait le fruit d'un mouvement adventiste, c'est-à-dire qui annonçait le retour du Christ en ce temps-là dans tous les milieux protestants dits évangéliques aujourd'hui. Et à partir de cette sensibilisation à cette foi, à cette pensée, en 1863, officiellement, naît la première église adventiste du 7e jour aux États-Unis. Et l'arrivée en France, comment s'est-elle faite ? Au début du XXe siècle. Je n'ai pas la date exacte de la première église adventiste française, mais ça doit tourner aux alentours entre 1910 et 1920. Autre anniversaire important, et là ça concernait toute la communauté protestante, la commémoration des 500 ans de la réforme protestante. Le 21 octobre 1517, je rappelle, Martin Luther affichait ses 95 thèses sur les portes de la chapelle du château de Wittenberg en Saxe. Il jeta alors les bases du protestantisme. Là c'était un anniversaire très, très important pour toute la communauté. Oui, puisque du fait de son appartenance au protestantisme, l'adventiste est particulièrement attaché à la justification par la foi, dont Luther est le premier promoteur et qui justifie en grande partie sa réforme. Et dernière question très rapide, en 2018, quels sont les temps forts pour l'Église adventiste du 7e jour ? Laquelle ? Délancourt, la fédération. Oui, Délancourt, nous relocalisons tout ça. Ouais. Nous organisons le 27 de ce mois, le dernier samedi du mois de janvier, une énigme biblique. C'est un jeu qui est organisé par nos jeunes notamment. Il s'agit, en essayant de porter le regard dans la Bible, de résoudre une énigme. Et je veux souligner que c'est une activité ouverte à tous, donc si certains voulaient nous rejoindre à cette occasion, ils sont les bienvenus. Et merci d'avoir été avec nous, Philippe Bopp. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le pasteur de l'Église adventiste du 7e jour d'Élancourt et vous pouvez avoir plus d'informations sur l'Église adventiste sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Comme chaque mardi, le portrait de la rédaction consacré à une personnalité du département. Ce soir, nous vous emmenons dans un univers glamour, de paillettes et surtout patient. À Cernay-la-Ville, il y a 7 ans, Tony Bastian a lancé un cabaret d'inspiration Lido, Moulin Rouge ou encore Crazy Horse. Et depuis 2 ans, il ouvre ce cabaret à la soirée inattendue en faveur de l'association Nathan Le Combat d'un Ange. Rencontre avec Mélanie Poquet. Derrière le costume, un artiste yvelinois, Tony Bastian. Pendant 3 ans, il a été le baryton de la franchise française des Voca People, les chanteurs a cappella. Une audition, je ne suis pas du tout un habitué des auditions, au contraire, mais j'ai vu ce spectacle un jour à Bobino et quand je l'ai vu, j'ai dit il faut absolument que je rentre dans cette troupe. Et l'audition est arrivée en France et je l'ai passée et j'ai passé toutes les étapes et je suis rentré et ça a été magique. Voilà. Mais son premier amour artistique, c'est la trompette. Tony Bastian commence son parcours culturel comme musicien qui prend sa source dans son enfance. Mon papa était trompettiste, j'ai voulu donc copier mon héros, mon père, donc voilà, j'ai voulu faire de la trompette comme lui. Et puis j'ai fait des études au conservatoire de Versailles et le chant était lié avec la trompette, donc je me suis aperçu que la trompette, on était un petit peu derrière et moi j'avais envie d'être un petit peu plus devant sur scène, donc j'ai pris le chant, voilà. Un devant sur scène qui le pousse à un projet fou. En janvier 2011, il lance un cabaret à Cernay-la-Ville sur le modèle des références parisiennes, le cabaret du Bout des Prés. Ouais, on va la mettre dans le sens. Un projet réalisé avec son entourage, notamment son épouse, rencontrée sur les bancs du lycée. À Tony, le chant, la présentation et la partie administrative. Amandine, elle, danse et s'occupe des costumes. Un passionné, comme il dit, voilà, s'il n'y a pas de spectacle,
Il lui manque un truc, il se sent pas bien, c'est vraiment quelque chose qui est en complément, enfin, qui fait partie de sa vie et ça fait partie de ses enfants aussi, c'est le cabaret et les spectacles en général. Un monde de glamour et de paillettes qu'ils ouvrent depuis 2 ans à un petit garçon. Chanson avec les compagnons et Candice Paris. Eh oui. Mais tout de suite... Vous avez remarqué quand même que les artistes, il y en a de plus en plus. Donc j'espère que vous n'avez rien prévu jusqu'à demain 10h. La soirée inattendue vient en aide à Nathan, 10 ans, atteint d'une maladie neurologique orpheline. C'est un artiste talentueux avec un énorme cœur, il est très généreux et voilà, il a tout fait. Donc il propose sa voix, il propose son cabaret, ses danseuses, aussi son réseau d'artistes. Un nouveau projet est lancé avec 8 chanteurs. Tony Bastien fonde les Nouveaux Compagnons. Un album sort au printemps. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 journal. Reportage et replay à retrouver sur notre application mobile TV 78 ainsi que sur notre site internet. Très bonne soirée à tous.